Non mais, le Bénin perd déjà. C'est l'ironie de certaines personnes qui pensent que le Bénin ne perd rien dans cette crise. Le Bénin perd déjà et va perdre davantage si on ne revoit pas notre position. Nous perdons au port et nous allons perdre davantage les quelques millions ou quelques milliards que nous allons gagner dans ce partenariat. Parce que avec ce qui se passe aujourd'hui, nous mettons en difficulté le contrat que la Chine a avec le Niger. Et en temps normal, le Bénin est juste un pays de transit pour ce partenariat-là. Maintenant, si on ne comprend pas et qu'on pense que, bon, voilà, et nous avons ce privilège d'être le seul pays qui peut être le pays de transit, nous ne savons pas ce à quoi ces pays-là sont en train de réfléchir. Parce que la Chine sait combien il a déjà investi dans ce projet. Et la Chine ne va jamais chercher, la Chine ne cherchera pas à perdre. Au pire des cas, il va trouver d'autres solutions. Et je ne souhaite pas que cette solution-là arrive. Parce que si cette solution arrive, on va trouver le Bénin pas à zéro. Les gens vont nous abandonner, ils vont abandonner les installations et après nous allons payer. Parce que c'est nous qui avions créé du préjudice. C'est nous qui avions mis en difficulté la mise en exécution de ce contrat, de ce partenariat. Et nous allons payer cher. C'est pourquoi, quand vous parlez de certains qui pensent que nous ne perdons pas, nous perdons déjà et nous perdrons davantage si on ne revise pas notre position. Une chose est certaine, le contrat est déjà signé. Et à aucun moment, le président Patrice Talon n'a jamais dit « je vais résilier, je vais retirer ma signature de ce contrat ». Il n'a jamais dit ça. Et s'il ne l'a pas dit, c'est qu'il doit laisser les choses évoluer normalement. Éviter de créer des problèmes compromettant. Parce que le fait de mettre... Mais qu'est-ce que nous voulons, mon frère Abidjemé? Qu'est-ce que nous voulons? Vous doutez de la crédibilité, de l'origine, pas de l'origine, de la crédibilité de ces personnes que vous avez vues rentrer par des portes non autorisées. Si vous avez un étranger qui vient chez vous et que vous ne lui montrez pas la porte par où vous rentrez, il peut prendre par une porte et se retrouver dans votre chambre. Et là, il devient voleur. non, mais il ne devient pas voleur. Il devient voleur oui, est-ce que vous lui aviez dit... Il devrait quand même aller voir les est-ce autres que pour... vous lui aviez dit que, ah non, mais c'est pas à cette porte qu'on rentre? Est-ce que vous lui avez dit? Je ne sais pas. Maintenant, ce n'est pas des arguments que je suis en train d'avancer pour dédouaner les compatriotes, je dis les Nigériens. Mais je dis, ça peut être une situation comme ça. Ça peut être une situation comme ça. Parce que la directrice adjointe qui a suivi la délégation a dit qu'elle est avec ces personnes dont vous doutez de leur origine. Mais ça suffit déjà. Ça suffit pour comprendre que bon, ce n'est pas des personnes qui ne sont pas autorisées à venir. Si déjà, ils ont déjà la caution de la directrice adjointe, mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que la directrice adjointe serait complice du sabotage du site que elle-même, du moins, c'est pour ça qu'elle est au Bénin. Est-ce qu'elle serait complice du sabotage de ce site, de ces installations? Je ne pense pas. Alors, mais qu'est-ce que le Bénin veut maintenant en regardant je le répète, En ce studio, nous avons deux confrères en studio. Le premier, Cosme Keke Cosme, bonjour. Bonjour, cher ami Serge Abidjemé. Également dans ce studio, Jacques Tchepem Yaranso. Jacques, bonjour. Bonjour Serge Abidjemé, bonjour chers internautes de Crystal News. Nous allons démarrer cette émission avec la une du quotidien Les 4 vérités qui nous apprend que 3 Nigériens sont déposés en prison et délibérés, ceci dans le cadre de la guerre qui existe toujours entre le Bénin et le Niger. On se souvient, il y a quelques jours, 5 Nigériens sont entrés de manière frauduleuse sur le site du pipeline de Semenkoji. Les autorités béninoises leur reprochent
comme leur intrusion frauduleuse, ce qui n'est pas du goût des Nigériens. Ce jeudi, les 5 ont été présentés au procureur et 2 ont été libérés provisoirement. Oui, c'est vrai que nous avions eu l'information depuis la fin de la semaine dernière que 2 Nigériens, ou 5, ils étaient 5, 2 ont été reconnus comme autorisés à être sur le site, mais les 3 autres, leurs origines sont toujours douteuses. Et le procureur spécial a fait une sortie pour donner des explications sur le comportement de ces Nigériens. Moi, je pense que le Bénin est en bonne voie, de mon point de vue, parce que même s'il devait y avoir une situation comme ça, on devrait informer les responsables béninois pour dire voilà, nous avons des étrangers qui viennent. Et la question, c'est qu'ils ne sont pas rentrés par la porte officielle. Alors, quelle est l'intention réelle qui a guidé ces personnes à aller passer par une autre porte au lieu de passer par la porte officielle, c'est-à-dire l'entrée officielle? Si peut-être quelque chose se passait sur le site, le Niger peut se désengager. Le Niger peut se désengager pour dire non, mais qu'il n'est pas responsable et que le Bénin devait prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des lieux. Alors, c'est pourquoi je trouve raison au Bénin par rapport à ceux qui ont été interpellés, gardés à vue et maintenant déposés en prison. Mais je me demande, est-ce que c'est véritablement la solution? Est-ce que c'est la bonne option? Parce que les voix se sont levées du côté du Niger pour montrer qu'en réalité, ces personnes ne sont pas des personnes étrangères et qu'elles sont connues des autorités nigérianes. Si c'est le cas et qu'on a donné les preuves que ces personnes ne sont pas des personnes étrangères et qu'ils ont la caution du Niger pour aller sur le site, moi je pense que le Bénin devrait éviter de les traiter de cette façon. Vous savez, il y a un accord entre le Bénin et le Niger. Donc, le site de Semekpodji, de peuple qui se trouve à Semekpodji, n'est plus seulement un site appartenant au Bénin. C'est vrai que c'est sur le territoire du Bénin, mais c'est un site qui appartient aussi bien au Bénin qu'au Niger. Et donc, les Nigériens ont le devoir également... Ils ont le droit, ce n'est pas le droit, ils ont le droit d'entrer à tout moment et quand ils veulent. Est-ce que vous êtes mais ils sont pas sur le territoire, ils sont sur le territoire béninois. Est-ce que les Béninois peuvent quitter ici pour aller au Nigeria, aller là où se trouve la pompe à essence de l'autre côté du Niger et puis rentrer dedans et faire ce qu'ils veulent? Non. Et c'est 2 choses différentes. Le pétrole appartient au Niger. Le pétrole qui vient au Bénin appartient au Niger. Mais la source, c'est de l'autre côté. Ça prend le circuit du Bénin pour aller. La source, c'est de l'autre côté. Oui. Peut-être le Bénin peut envoyer des experts de l'autre côté pour voir si c'est véritablement du pétrole qu'on nous envoie ici. Est-ce que en dehors du pétrole, qui est le contrat que nous avions signé, est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits qu'on est en train de canaliser vers notre pays? Le Bénin peut vérifier ça. Mais le Bénin ne peut pas prétendre parce que c'est sur son territoire, le site de peuple de Semekpodji n'appartient pas seulement au Bénin. Parce que c'est le territoire du Bénin. Mais ce qui est là et qui a fait qu'on a créé ce site appartient au Niger. Et le Niger a le droit d'aller voir comment son pétrole est contrôlé ou bien comment l'embarquement de son pétrole est fait du côté du Bénin. Et il peut envoyer des spécialistes. Ce qui a peut-être manqué au Niger, c'est peut-être d'informer le Bénin pour dire voilà, nous avons des étrangers ou nous avons des inspecteurs que nous envoyons. En dehors de nos cadres qui sont déjà sur place, nous avons d'autres personnes spécialistes que nous envoyons pour vérifier les choses avec vous de l'autre côté. Ce qui n'a pas été fait. Mais je continue de le dire, que l'option de jeter ces personnes que nous considérons comme nos frères, non, ce sont nos frères. Ceux que nous prenons aujourd'hui comme des terroristes, parce que si le dossier allait à la criette, on les considère comme des terroristes. Je crois qu'on pouvait mieux gérer cette affaire et cette option de jeter les gens en prison, on pouvait l'éviter.
Jacques Tchekoumi Avansou, est-ce que vous pensez, avec comme cause quelqu'un, qu'il fallait procéder autrement et ne pas jeter ces personnes en prison? Oui, Serge, je pense de la sorte parce que tu sais, moi je continue de me poser la question et pour savoir, surtout parlant de cette cour qui a interpellé ces Nigériens, je continue de me demander quels sont les champs d'intervention de la CREIET. Et pour finir tout à l'heure, Cosmo a ressorti l'expression selon laquelle si ces Nigériens ont été interpellés par la CREIET, c'est supposé qu'ils sont des terroristes. Et vous savez, cela me renvoie déjà à l'idée de l'urgence signalée par notre frère Distel Amoussou hier tout près, qui dit, selon ces tests, que, je cite, il serait question d'un ultimatum assorti de menaces, dont l'usage de la force militaire au besoin, aux fins de la libération des otages nigériens, me revient-il. Alors, si on se limite à cette petite expression selon laquelle il y a des menaces militaires en cours, mais il faut simplement croire, il faut faire croire à nos chefs d'État ou au pouvoir en place que non, ce n'est pas en fait la meilleure formule. Le Bénin et le Niger, c'est des pays frères. Et un pays frère, peu importe, ou quoi qu'il arrive, il ne peut pas déjà aller sur ce pont-là. C'est comment chercher une solution pacifique. C'est comment passer à une table de négociation, qui serait donc la bonne formule. Mais déjà parler d'emprisonnement de si... Mais attention, nous avons aussi nos frères béninois, d'accord, nos patriotes qui sont au Niger. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne peut pas leur attribuer peut-être une affaire au Niger et les faire comparaître devant les tribunaux nigériens? Et déjà, bienvenue les problèmes. Et on sera plus en mesure, Bénin ici, de pouvoir régler ces problèmes parce que la frontière n'est pas officiellement ouverte. Moi, personnellement, à titre personnel, j'implore simplement le chef de l'État. Je sais qu'il est clément. Et j'implore sa clémence dans cette affaire-là. Je ne demande pas la clémence des ministres qui sont autour de lui. Parce que la question fondamentale, ce n'est pas en réalité le président Patrice Talon qui prône en fait l'affaire même. C'est ceux qui sont autour de lui qui lui rapportent des informations claires comme des informations qui ne sont pas claires. Je demande à lui-même, en tant que père de la nation, premier citoyen de la République, de pouvoir procéder à ces investigations personnelles dans ce dossier et de pouvoir lever quelle que soit la punition, la sanction attribuée au Niger, ou afin que, je veux dire, que la relation diplomatique qu'il y a entre le Bénin et le Niger continue d'exister de façon pacifique pour permettre à tous les citoyens de vivre aisément au quotidien. Parce que cette crise qui est née entre le Bénin et le Niger a fait que même en alimentation, le Bénin ne se sent pas bien. Et d'autres vont même dire que ça fait partie c'est-à-dire quand on parle de la cherté de la vie, d'autres voient même que c'est le picotement de ces maïs par les poules qui fait que la vie est chère. Je implore simplement la clémence du chef de l'État de savoir que non, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas obligatoirement par la voie judiciaire qu'il faut régler tous les problèmes. On peut régler des problèmes par des voies de négociation, d'accord, par des voies de compréhension. C'est simplement ce à quoi je vais inviter le chef de l'État. Cosmo Keke, mais les Nigériens de l'autre côté estiment que leurs amis, sinon leurs compatriotes qui sont venus à Cotonou, sont venus vérifier si réellement c'est le pétrole brut qui est envoyé au pipeline de Semipodji, qui est réellement envoyé parce qu'ils soupçonnent quand même le Bénin de voler, n'est-ce pas, ce qui est ce qui est envoyé. On a vu des audios circuler un peu partout, la vidéo. Est-ce que vous pensez pas que c'est une crise de confiance qui est née désormais entre le Bénin et le Niger? Non, mais cette crise-là existait depuis. Et moi, je pense que le Bénin doit revoir sa position aujourd'hui parce que, vous savez, le Niger a droit de vérifier ce qu'il envoie au Bénin. L'incident que nous venons de créer, nous ne mesurons pas encore la portée aujourd'hui. Parce que qui vous souviennent que il y a pas longtemps, le ministre des Mines béninois a fait une descente de l'autre côté pour pour une réunion et une tentative de remettre une lettre au président Tiani, voilà. J'ai de la peine à prononcer ce nom-là. Donc, il était parti avec une délégation. Imaginez un instant que pendant que le ministre était
avec une délégation ministérielle, qu'on colle quelque chose à quelques membres de la délégation pour dire voilà, ils sont venus, on les a vus, ou on les prend et on leur arrache les pièces qu'ils ont et on dit qu'on n'a retrouvé qu'une pièce. J'imagine, hein, et je dis, et on dit bon, le ministre va partir, mais les quelques-uns qu'on a pris là, dans des positions irrégulières là, on les garde et on les jette en prison. Quel serait le comportement des Béninois? Quelle serait la réaction des Béninois face à ce comportement que les Nigériens auraient si un incident comme ça arrivait pendant que le ministre était de l'autre côté? Moi, je pense que quand nous voulons porter, quand on cherche la solution à un problème, il ne faut pas envenirer. Et il ne faut pas avoir des comportements qui vont envenirer la situation. Parce que tel que moi je vois ce qui se passe aujourd'hui, le guet-apens est là déjà. Hein? Parce que d'un jour à l'autre, on va chercher à régler le problème. Ou bien même, on peut même solliciter le Bénin à venir de l'autre côté pour régler ce problème. Jacques a donné un exemple tout à l'heure, je l'avais déjà donné la dernière fois. Quel est le sort qu'on est en train de réserver à nos enfants qui sont de l'autre côté, à nos parents qui sont de l'autre côté? Parce qu'ils sont nombreux à aller dans les écoles, à aller dans les universités de l'autre côté au Niger. Et il y a beaucoup de Béninois qui sont opérateurs économiques qui sont de l'autre côté au Niger. Mais ceux-là, quel est le sort que le Bénin est en train de réserver? Moi, je dis, comme Jacques l'a dit, je porte ma voix, je joins ma voix à celle de Jacques pour implorer le chef de l'État à s'investir personnellement dans ce dossier. Parce que si déjà les Nigériens reconnaissent que c'est des émissaires qu'ils ont envoyés, que ce n'est pas des terroristes, et que c'est des cadres du Niger qu'ils ont envoyés pour voir ce qui se passe au Bénin, moi je pense qu'on n'a pas de raison à envoyer ces gens-là en prison. Le procureur spécial de ces faits-là n'a qu'à bien analyser sa décision. Je ne le condamne pas, hein, et je ne dis pas qu'il fait mal son travail, hein, mais je dis c'est une affaire diplomatique. Ceux qu'on a jetés en prison ne sont pas des Madougou, ne sont pas à Ivor, et ne sont pas d'autres qui sont en prison politiquement. Ça, c'est une affaire diplomatique. Et nous devons beaucoup faire attention. Et c'est un militaire qui a le pouvoir là-bas. Et il ne rêve que l'âme. Il ne rêve que l'âme. En tout cas, je l'ai dit, et nous ne cesserons pas de le dire. Nous devons beaucoup faire attention. Entre un civil et un militaire, les réflexions ne sont pas les mêmes. Pendant que le civil cherchera à régler le problème de façon pacifique, le militaire, lui, il va chercher à régler ça par force. Et on dira que c'est le Bénin qui a cherché querelle. Parce que c'est le Bénin qui a été le premier à garder les compatriotes du Niger en prison. Et on les accuse de quoi? Moi, je ne sais pas si on a déjà aujourd'hui les preuves que ces gens-là sont des terroristes. Parce que on ne peut pas nous dire autre chose que de dire que de traiter ces gens-là de terroristes. Parce qu'il n'y a pas de crime économique ici. Il n'y a pas de crime économique. Donc, oui, c'est une affaire économique, mais quand même, c'est une affaire économique. Oui, c'est une affaire économique. Quand vous regardez, quand vous voyez, d'abord, c'est un business qui lie le Bénin au Niger. Donc, il y a l'économie. Oui. Et puis maintenant, le Bénin pense que ceux-là qui sont venus là, c'est pas des gens quand même très catholiques parce que, selon dans la déclaration du procureur très spécial de la CRIET, voilà. Il estimait que le Bénin avait des informations tendant à faire croire que il y a une certaine personne qui tenterait de déstabiliser l'État
Et donc, peut-être que c'est dans cette veine si on doit... que le Bénin a arrêté ces personnes. Non, il faut arrêter de réfléchir comme ça. Parce que si on doit déstabiliser l'État béninois, est-ce que c'est le site de pipeline que les gens iront pour déstabiliser l'État? Non, mais si on doit déstabiliser l'État, le Niger n'a pas besoin de venir jusqu'au Bénin. À la place du pétrole, ils peuvent envoyer d'autres choses. Ils peuvent envoyer d'autres choses. Donc, si c'est ça là qu'on trouve comme argument, moi je pense que ce n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé. Ce qui se passe ici, c'est un peu comme ces gens-là sont venus pour saboter les installations. Mais s'ils viennent saboter, c'est pour qui? Le pétrole qui passe par là, c'est pour le Bénin. C'est pas pour le Bénin, c'est pour le Niger. Donc, qui paie? C'est le Niger qui paie. On peut peut-être dire que non, mais que c'est les Béninois qui ont saboté les installations. Parce que si on ne voyait pas que c'est eux qui sont venus pour poser l'acte et que ça se passait comme ça, on peut croire que c'est les Béninois et que c'est à cause de la crise qui oppose le Bénin au Niger qui a fait que les Béninois ont saboté. Mais ici maintenant, est-ce que nous avons des preuves matérielles que ces gens-là sont venus dans cette intention? C'est l'interrogation. Il faut que le procureur revienne nous dire voilà aujourd'hui les preuves que j'ai que ces gens-là sont venus pour poser tel acte ou tel dans notre pays et que c'est pour cela que nous avions décidé de les mettre en prison. D'accord. Si ce n'est pas le cas, moi je pense que nous sommes en train de chercher. C'est un complément. Ouais, allez-y. Oui, tu vois, il y a un aspect que peut-être beaucoup n'ont pas vu. Vous savez, ça me réjouit tout au moins du fait qu'on ait dit que deux, ça dit, on prit part on portait la toge officielle pour pouvoir faire leur entrée. Ouais. Qu'est-ce qui atteste que ces deux-là n'ont pas fait des trois-là leurs compagnons? Si le ministre des Affaires, le ministre encore que des trois, il y a la directrice WAPCO au Niger. Vous imaginez. Et donc, c'est des personnalités nigériennes. Maintenant, ces gens ne peuvent pas venir et vous allez dire qu'ils ont nécessairement besoin encore d'avoir une carte bête avant de faire leur entrée sur un site qui appartient c'est-à-dire à la coopérative Bénin-Niger. Mais Jacques, c'est pas possible. Non, écoutez-moi. Si le ministre, attendez, le Bénin estime qu'ils n'ont pas préparé la porte normale pour entrer sur le site. Et donc, ça également, ils sont entrés de manière frauduleuse. Il faut que la justice béninoise évite, ça dit, ces gabegies. C'est des gabegies. Sincèrement. C'est n'importe quoi. C'est des anomalies. C'est de trop. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. On dit du n'importe quoi contre le Bénin à l'étranger. C'est pas une question. On dit aussi du n'importe quoi contre le Niger à l'étranger. Non, écoutez, tout à l'heure, Cosmo a souligné un aspect. Que c'est un militaire qui est au pouvoir là-bas. On a aussi des militaires aussi. Non. Est-ce que nos militaires sont au pouvoir? Est-ce que nos militaires ne sont pas sous responsabilité? On n'en a même pas besoin parce que nous on est démocratique ici. Non, attendez. Et là-bas aussi, ils sont pas loin de la démocratie. Non, ils sont très loin. Ils sont pas loin de la démocratie. Comprenez simplement que quand un ministre décide de faire sa sortie ou de faire, je vais dire, une sortie diplomatique, c'est un exemple que je donne, qu'ils aient une carte officielle ou qu'ils n'aient pas une carte officielle, il serait forcément, il va se faire accompagner de certaines personnes. Ça peut être 10 personnes. Ces 10 personnes vont prendre pas le monopole de ce ministre, d'accord, pour faire leur entrée sur le site qui ne leur sera même pas, c'est-à-dire où l'accès ne leur sera même pas permis. Donc, ils ont profité de l'aspect, je vais dire, du monopole du ministre pour faire leur entrée. Ces deux-là, qui ont la carte verte pour faire leur entrée sur le site du pipeline là, les trois autres qu'on vient de condamner maintenant, est-ce que vous êtes sûr que les trois là, c'est-à-dire n'ont pas le monopole des deux pour normalement faire leur entrée? Et encore, il y a des cadres parmi les trois que vous détenez. Écoutez, ce n'est pas cette manière, c'est pas avec cette manière on va atteindre l'économie normale que nous voulons pour notre État le Bénin. Je demande, je continue, je dis, moi je ne sais pas comment le procureur spécial de la Criette est allé à ce point avec tout qu'on fait, il est dans les déclarations, ce que j'apprécie. Mais qu'il continue ses investigations, qu'il continue à procéder à des investigations. Et pour avoir des bonnes investigations, on sait qu'il faut. On sait qu'il faut pour les investigations. On est d'accord? Je demande que la clarté, que la lumière soit mise dans cette affaire et que les Nigériens soient libérés. Histoire de ne pas colporter cette même affaire-là à nos confrères, à nos patriotes qui sont au Niger. C'est ça le problème.
Parce qu'on souffre beaucoup au Bénin. Mais quand vous dites ça, c'est comme si vous voulez rabaisser le pays Bénin, parce que quand vous dites que, bon, voilà, il y a nos frères au Niger, donc les Nigériens peuvent venir faire ce qu'ils veulent. Parfois, quand tu as est-ce que c'est normal? Serge, oui. Quand parfois tu as des problèmes avec ton jeune frère, et tu penses que c'est lui qui doit normalement venir te demander pardon, tente de lui demander pardon toi-même. D'accord. Et comme ça, tu lui montres que tu es grand frère. On l'a déjà fait. Comment? En quoi faisant? Patrice Talon a toujours à main tendue, n'est-ce pas, de son frère, comme il le dit souvent. Il se déplace lui-même. Mais est-ce que Patrice Talon aujourd'hui peut être reçu par Tiani? Pourquoi pas? Le monsieur ne veut pas recevoir ça à lettre. Non, il faut qu'il fasse ça d'abord pour que le peuple, qu'il mette le peuple à témoin pour qu'on sache que, ah non, le président Patrice Talon a voulu se déplacer et que le président Tiani n'a pas voulu. Là, on sait que ça, c'est une autre affaire. On sait que ça, c'est une autre affaire. Que ce n'est plus une affaire diplomatique. Ça devient une affaire confidentielle que nous, on ne peut plus gérer entre eux. Oui, ça, c'est clair. Parce qu'ils sont entre politiciens. Nous, on ne peut pas comprendre le jeu. D'accord. Voilà. Cosme, quand on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe entre le Bénin et le Niger avec la situation de la société WAPCO, avec on se connaît l'origine de cette crise, hein, on va jamais cesser de le dire, c'est la déclaration du Patrice Talon à Abuja, et puis les gens ont pris position, et puis après bon, il y a la fermeture des frontières, tout ça là. Mais est-ce que au fil du temps, est-ce que le Bénin ne risque pas davantage de perdre? Parce qu'il y a certains qui pensent que le Bénin ne perd rien et que c'est le Niger qui perd. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, avec le durcissement des positions du part et d'autre, avec l'emprisonnement, n'est-ce pas, de ces 5 personnes libérées désormais, est-ce que vous ne pensez pas que le Bénin risque de perdre davantage dans cette situation? Non, mais le Bénin perd déjà. C'est l'ironie de certaines personnes qui pensent que le Bénin ne perd rien dans cette crise. Le Bénin perd déjà et va perdre davantage si on ne revoit pas notre position. Nous perdons au port et nous allons perdre davantage les quelques millions ou quelques milliards que nous allons gagner dans ce partenariat. Parce que avec ce qui se passe aujourd'hui, nous mettons en difficulté le contrat que la Chine a avec le Niger. Et en temps normal, le Bénin est juste un pays de transit pour ce partenariat-là. Maintenant, si on ne comprend pas et qu'on pense que, bon, voilà, et nous avons ce privilège d'être le seul pays qui peut être le pays de transit, nous ne savons pas ce à quoi ces pays-là sont en train de réfléchir. Parce que la Chine sait combien il a déjà investi dans ce projet. Et la Chine ne va jamais chercher, la Chine ne cherchera pas à perdre. Au pire des cas, il va trouver d'autres solutions. Et je ne souhaite pas que cette solution-là arrive. Parce que si cette solution arrive, on va multiplier le Bénin par 0. Les gens vont nous abandonner. Ils vont abandonner les installations et après nous allons payer parce que c'est nous qui avions créé du préjudice. C'est nous qui avions mis en difficulté la mise en exécution de ce contrat, de ce partenariat. Et nous allons payer cher. C'est pourquoi, quand vous parlez de certains qui pensent que nous ne perdons pas, nous perdons déjà et nous perdrons davantage si on ne revise pas notre position. Une chose est certaine. Le contrat est déjà signé. Et à aucun moment, le président Patrice Talon n'a jamais dit « je vais retirer ma signature de ce contrat ». Il n'a jamais dit ça. Et s'il ne l'a pas dit, c'est qu'il doit laisser les choses évoluer normalement. Et éviter de créer des problèmes compromettants. Parce que le fait de mettre... Mais qu'est-ce que nous voulons, mon frère Abidjamé? Qu'est-ce que nous voulons? Vous doutez de la crédibilité, de l'origine, pas de l'origine, de la crédibilité de ces personnes que vous avez vues rentrer par des portes non autorisées. Si vous avez un étranger qui vient chez vous et que vous ne lui montrez pas la porte par où vous rentrez, il peut prendre par une porte et se retrouver dans votre chambre. Et là, il devient voleur. non, mais il ne devient pas voleur. Il devient voleur. Oui. Est-ce que vous lui aviez dit... quand même aller voir les est-ce autres que vous lui aviez dit que, ah non, mais c'est pas à cette porte qu'on rentre? Est-ce que vous lui avez dit? Je ne sais pas. Maintenant,
Ce n'est pas des arguments que je suis en train d'avancer pour dédouaner les compatriotes, je dis les Nigériens. Mais je dis, ça peut être une situation comme ça. Ça peut être une situation comme ça. Parce que la directrice adjointe qui a suivi la délégation a dit qu'elle est avec ces personnes dont vous doutez de leur origine. Mais ça suffit déjà. Ça suffit pour comprendre que bon, ce n'est pas des personnes qui ne sont pas autorisées à venir. Si déjà, ils ont déjà la caution de la directrice adjointe, mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que la directrice adjointe serait complice du sabotage du site que elle-même, du moins, c'est pour ça qu'elle est au Bénin. Est-ce qu'elle serait complice du sabotage de ce site, de ces installations? Je ne pense pas. Alors, mais qu'est-ce que le Bénin veut maintenant en regardant je le répète, ces 3 Nigériens ne sont pas Madougou, ils ne sont pas Ivoire, ils ne sont pas Nadine Koumassou. Elle est déjà dehors, celle-là. Non, je dis, mais on l'a mis en prison avant de la sortie. Donc, c'est ce que je dis. Il ne faut pas traiter des étrangers comme des citoyens, parce que tout le pays Niger a ses yeux rivés sur ceux qui sont gardés en prison. Je ne veux pas dire ce qui me vient en tête tout de suite, mais nous devons faire beaucoup attention. Jacques Tchékoumi Aransou, vous parlez tout à l'heure, doit-on craindre également pour la sécurité de nos frères qui sont au Niger? Si on a commencé par arrêter les Nigériens quand on les met en prison, doit-on craindre pour la sécurité de nos frères qui sont là-bas au Niger? Je continue de dire que nous devons craindre. Vous savez, le phénomène de l'apartheid n'a toujours pas encore fini en Afrique. Je ne pense pas que ce phénomène pense déjà à finir. On peut toutefois rapatrier, le Niger peut toutefois rapatrier nos compatriotes qui sont au Niger. Si il est rapatrié, si c'est rapatriement, c'est mieux pour nous. C'est mieux pour nous. Maintenant, quand ce n'est pas rapatriement et qu'on les rassemble quelque part, on peut les envoyer au front désormais. Et les envoyer au front, c'est cela le cas qui est criard. Donc il faut, ça continue. La sécurité de nos frères qui sont au Niger continue d'inquiéter plus d'un. Et moi personnellement, je dis et je le répète, si on quantifie le nombre de Béninois qu'on a au Niger, ça atteint, je vous dis, le tiers, d'accord, de nous Béninois qui sont instantanément sur le territoire béninois. Et donc, c'est des gens qui sont dans le commerce là-bas. Et c'est ce commerce qu'ils font et qu'ils envoient des ristournes chez nous au Bénin pour que nous puissions survivre. Voyez, vous fermez toutes ces portes-là à ces gens-là pour pouvoir faciliter le commerce. Pire, vous allez encore mettre la main sur des gens et vous dites qu'ils ont fait leur entrée frauduleusement. Mais si quelqu'un même fait son entrée frauduleuse dans ta maison, est-ce que tu l'as vu voler quelque chose chez toi? Il faut d'abord que nous ayons tous ces paramètres. Moi, j'ai toujours cru que la justice a besoin de faits concrets pour trancher. Mais je ne sais pas quel est ce qu'on appelle ce cadre ou bien cette loi cadre qui institue que non, si tu prends pas une porte frauduleuse, tu seras mis aux arrêts quand tu prends pas. Mais non, sincèrement, ce n'est pas la joie. Ça ne procure pas de la joie. Et même les Nigériens qui sont avec nous, je vous le dis, les Nigériens qui sont avec nous au Bénin, il suffit juste l'exemple palpable. Il suffit juste que tu ailles voir le qu'on appelle, comment il s'appelle, Diallo, pour prendre du thé. Et Diallo va te dire ce que vous faites au Bénin, c'est pas bon. Diallo te dira ce que vous faites au Bénin, c'est pas bon. Mais il a la possibilité de dire ça au Bénin, mais nous on ne peut pas dire ça au Niger. Ah, mais nous on ne peut pas dire ça au Niger. Il faut que nos frères aient aussi la possibilité de dire que non, ce qui se passe au Niger là, c'est pas bon. Mais en quoi faisant, il faut libérer les Nigériens qui sont emprisonnés ici au Bénin. C'est pas la prison qui a fait l'affaire. La prison ne fait pas faire l'affaire. D'accord. Ce qui fera l'affaire là, c'est le dialogue. Et ce dialogue là, j'implore même le clergé béninois. Je demande est-ce que le clergé aujourd'hui a écouté par Patrice Talon? C'est ça le grand problème. Mais c'est parce que le clergé n'a pas voulu se faire écouter. Sinon, il y a des tendances anciennes qui ont fait que ce clergé-là n'est pas écouté. Mais vous savez quand même que la position, la version de Patrice Talon par rapport au clergé, les appréhensions de Patrice Talon par rapport au clergé, on a vu quand même que le clergé a souvent dans ses positions, quand il parle, on pense qu'il soutient l'opposition et donc désormais
mais ces gens-là ont quand même pris du recul et laissé faire pour voir jusqu'où les gens iront. Et moi, je vais te dire à ce clergé-là d'aller à l'école de Dessouza, personnable. Il est le seul. Dessouza, c'est du temps ancien, ça. Mais c'est pas. Qu'est-ce que vous mettez dans le temps ancien? C'est pas du temps ancien pour vous inspirer pour construire le temps actuel. Ceux qui sont là ne pensent que la démocratie, c'est une erreur. Hein. C'est grave. C'est grave. Ah, c'est grave. Je demande à la conférence épiscopale. Je parle des gouvernants actuels qui pensent que la démocratie est une erreur. Non, la démocratie n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. La conférence nationale n'était pas quand même utile, importante. On a vu des gens, je les paraphrase comme ça, qui l'ont dit de cette manière, au niveau du pouvoir actuel, même au plus haut sommet, je pense que, bon, voilà, la conférence nationale, c'était quand même quelque chose de... Voilà, on pouvait s'en passer, quoi. On ne pouvait pas s'en passer. Même à l'heure actuelle, nous avons le pays a besoin de dialogue. D'accord. Oui. Et ce dialogue partira d'abord d'un dialogue interreligieux. D'accord. Et de dialogue interreligieux, on pourra passer au dialogue politique. C'est pas ce que nous sommes en train d'organiser là. Quoi? Serge, de la crise Bénin-Niger, on ira à une autre crise politique au Bénin. C'est votre souhait? Ce n'est pas que c'est pas mon souhait. Mais il faut faire les analyses et estimer des prophéties. D'accord. Donc, je dis, de la crise Bénin-Niger, on ira à des crises politiques. D'accord. Parmi eux-mêmes politiciens là, qui ont des marchés c'est-à-dire le marché au Niger là, ils ont du mal, d'accord, à interférer, à interagir au niveau de leur grand commerce qui se trouvent au niveau du Niger. D'accord. Et ils n'ont pas le courage de pouvoir le dire. Mais qui se constituent en cadre de réflexion. Combien de cas de réflexion déjà on a déjà organisé dans ce pays pour trouver des solutions à la crise Bénin-Niger? Si ce n'est pas les anciens présidents Yahi Boni et puis le patriarche Nicéphore Soglo qui ont tenté de faire. Da Silva en a parlé la dernière fois. Et Da Silva a demandé lui au président de Tiani de faire quoi? D'ouvrir la frontière. Pourquoi ça lui ne demande pas quand même au président Patrice Talon de revoir sa position? Pourquoi n'a pas dit au président Patrice Talon que ce sont les déclarations qu'il a faites? Il faut comprendre. Depuis, voilà. Vous voyez, avec ce patriarche là. Il est dans un soutien aveugle, c'est ça? Ah bon? Moi, je n'ai jamais dit ça. Voilà. Bon. Mon cher ami Cosme, on va passer à un autre sujet très rapidement. On va parler de la cherté de la vie. Le quotidien Matin Libre qui pense que le Sénégal est en train de donner une leçon au Bénin, bien sûr. Je lis rapidement l'article du quotidien Matin Libre pour que vous puissiez avoir une idée. Lors de la tournée gouvernementale, les émissaires de Patrice Talon avaient sur la bouche la vie est chère partout sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale dimanche 2 juin 2024. Le député UP Orden Aladatien avait chanté le même refrain. La hausse des prix des produits de première nécessité n'est pas spécifique au Bénin. La vie est chère partout, elle est chère ici et elle est chère dans tous les pays d'à côté, avait affirmé le parlementaire. Et puis, comme solution, en tout cas ce que le Sénégal a fait, il dit qu'au Sénégal, par contre, le gouvernement Sonko a agi directement sur les prix. Ainsi, le sucre cristallisé passe de 650 à 600, soit une baisse de 50 francs. Seulement, le riz non parfumé, une baisse de 40 francs seulement. Voilà, c'est marqué juste seulement. Puis, il dit de plus, le gouvernement a engagé des discussions avec l'Inde pour l'importation de 80 000 tonnes de riz qui devraient arriver au Sénégal en août 2024 pour renforcer la disponibilité du riz. En ce qui concerne l'huile, une réduction de 100 francs par litre a été actée. Le pain, quant à lui, et suite aux échanges avec les boulangers et les meuniers, a connu une baisse de 15 francs CFA. Le prix de la baguette ainsi passe de 175 à 160 francs. On peut ainsi dire que le coût de la vie au Sénégal est en train de baisser. Ce qui importe, c'est que ce sont les mesures qui impactent directement le panier de la ménagère. Et puis, ils ont institué ce qu'ils appellent la Sonadi comme magasin témoin, comme ce que Boni Yaya avait fait au Bénin avec l'ONASA. Voilà, avec l'ONASA. Est-ce que vous pensez réellement que le jeune président Diomaye Faye et son premier ministre Sonko sont réellement en train de donner une leçon au président Patrice Talon et son gouvernement? Oui, c'est tout à fait normal. Je suis d'accord avec ce titre de ce confrère. C'est quel journal de Matin Libre. Matin Libre. Je suis d'accord avec cette rédaction pour dire qu'en temps normal, vous savez, le président Patrice Talon a un mode de fonctionnement qui, de mon point de vue, il n'aime pas tisser sa corde autour d'une ancienne. Mais c'est un peu comme si il est venu dans un pays inventé. Et c'est lui qui doit maintenant tout faire et
mettre les choses à l'heure, alors que le Bénin existait même avant sa naissance. Le Bénin existait avant sa naissance et le Bénin va exister après lui. Les présidents existe avant tout le monde, il existera avant tout le monde. Je dis le Bénin existe avant tout le monde. Oui, et existera après tout le monde. En tout cas, nous qui sommes là aujourd'hui. D'accord. Pourquoi le président Patrice Talon refuse de tisser la nouvelle corde autour de l'ancienne? Pourquoi est-ce que vous voulez que Patrice Talon adopte la politique de Boni Yahi Fossé? Non, c'est pas une obligation quand même. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le président Patrice Talon, aujourd'hui, on peut le vilipender, on peut le traiter de tout. Mais peut-être le président Patrice Talon a fait des réformes aujourd'hui. Je ne vois pas ce président-là qui va venir et va remettre ça en cause. C'est-à-dire, il a fait des choses incroyables. Même si vous êtes contre lui là, on vous allez dire ça là. Même si demain là, en 2026, même s'il passe la main à l'opposition, l'opposition va apprécier ce que Patrice Talon a fait. Alors, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un qu'il faut rejeter tout ce qu'il a fait de bon. Alors, est-ce que c'est le Sénégal, c'est le petit du qui est au Sénégal là? Non, c'est pas petit. Non, je dis le jeune président sénégalais. C'est lui qui devrait s'inspirer du Bénin en temps normal en matière de résolution de la cherté qui sévit dans le monde entier. Et quand les gens disent le parlementaire qui a parlé, lui il est allé dans combien de pays pour trouver que la vie est chère? Mais c'est un parlementaire, donc il va dans des missions, d'inspection un peu partout. Je dis il est allé dans combien de pays pour trouver que la vie est chère partout? Moi je suis au Nigeria. La cherté de la vie telle que nous l'avons au Bénin, ce n'est pas ça au Nigeria. Donc qu'il arrête de nous dire que la cherté de la vie c'est partout. D'accord. Et l'autre chose, vous avez vu les initiatives du président sénégalais? Normalement, si ce n'était pas que le président Patrice Talon avait refusé de tisser sa nouvelle corde autour de l'ancienne, je suis sûr qu'il devait renforcer les boutiques au Naza. Mais vous savez, moi je mets sous Boni Yahi, pendant les mois de juin, il y avait le riz qu'on nous amenait, non? Et c'est des riz chinois. Je crois que c'est 2 qualités comme ça qui venaient, qu'on nous vendait. Au départ, c'était 3 000. Après, ils ont ramené ça à 5 000. Quel que soit le prix, c'est que tous les Béninois s'approvisionnaient. Et on gardait ça dans les champs. Quand il y a en période de soudure, les Béninois font recours à ce riz. Ce partenariat-là, pourquoi le président Patrice Talon a résilié ça? Pourquoi ce riz-là ne vient plus au Bénin sous Patrice Talon? Non, moi je pense que le président Patrice Talon doit comprendre qu'il ne peut pas inventer la roue. La roue existait avant lui. Normalement, ce qu'il devrait faire, c'est comment faire pour améliorer cette roue-là. Si les boutiques témoins et les boutiques au Naza, s'ils n'avaient pas dit, on met fin à ça. Parce que lui, il estime que cette méthode-là n'arrange pas les Béninois. Qu'est-ce qu'il a fait pour remplacer ces boutiques? Il n'a rien fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a choisi délibérément affamer les Béninois pour mettre les routes. Vous pensez que les Béninois ont trop besoin de la route? Vous avez... Et je ne sais même pas combien on en a fait. Attendu ce matin je ne suis pas... Non, au fait, vous voyez, j'ai connu plusieurs régimes. J'ai connu Kérékou révolutionnaire. J'ai connu Kérékou démocrate. J'ai connu Nicéphore Soglo. J'ai connu Yahi Boni. Et je suis né sous le règne des présidents les monstres à 3 têtes. Donc c'est pour vous dire que l'histoire du Bénin, on ne peut pas trop me conter l'histoire du Bénin. D'accord. Est-ce que vous comprenez? C'est pas comme le jeu à côté là. Donc, vous voyez, non, moi, le président Patrice Talon n'a qu'à comprendre que quand les Béninois crient pour dire on a fait là, ce n'est pas du leurre. Ce n'est pas que on veut décrier quelqu'un. D'accord. Les Béninois ont véritablement faim. Et que cette tournée qu'il a fabriquée en donnant à manger à ses ministres et qui sont allés faire tout. Moi, je appelle ça tournée. C'est-à-dire c'est une balade de santé. C'est une promenade. Non, c'est une balade de santé. Parce que on n'a pas besoin d'organiser cette tournée pour régler le problème des Béninois. Oui, on n'a pas besoin de ça. Parce que le président Patrice Talon connaît les problèmes des Béninois. Au moins, il sait que les Béninois ont besoin de voix. Et il en a fait suffisamment. Il sait que les Béninois ont besoin de l'électricité. Et il en a fait, il continue de faire. Il sait que les Béninois ont besoin de l'eau. Il en donne à tous les Béninois, même pas tout récemment, même à cette semaine, à Grand Ghana.
hein, bientôt l'eau va couler dans cette ville-là. Celui qui fait tout ça là, vous allez dire qu'il ne sait pas, il ne connaît pas le problème des Béninois. Il connaît bien le problème des Béninois. Il n'a pas besoin d'une tournée parce qu'il en avait déjà fait. Quand il était au cours de sa première mandature, il en a fait. Et pour la campagne, il en a fait. Les Béninois lui ont parlé. Il a entendu, il a noté. Il sait ce qu'il peut faire dans chaque commune au Bénin. Il connaît les besoins des Béninois, même dans le Bénin profond. Je mets la main sur le cœur pour dire que le président Patrice connaît le problème des Béninois. D'accord. Peut-être que ceux qui l'entourent ne veulent pas l'aider. Ou plutôt, lui-même, il est animé d'une mauvaise foi. Combien de fois on ne lui parle pas des boutiques au hasard? Mais ça ne le préoccupe pas. C'est l'engrais qu'une société dont je ne sais pas. C'est de ça qu'on nous parle tout le temps. Et que c'est ça qu'on subventionne pour nous. Mais je ne veux pas dire. Mon cher ami, Jacques Tchepemi à Wansou, dites-nous, est-ce que vous pensez, comme les confrères du Matin Libre, que Patrice Talon devrait aller à l'école de son jeune frère, Diomaye Faye Ousmane Sonko, qui est son premier ministre? Il y a un compositeur béninois qui a chanté Nous Meho, nous venons Meho. C'est Ricos Campos. Je vois que c'est des confrères qui se créent eux-mêmes des problèmes à travers les titres que Patrice Talon ou bien Sénégal donne de leçons au Bénin. Bon, en tout cas, on est là pour voir la suite parce que je sais que le Bénin actuel n'aime plus ces désarrois là. D'accord? Des désarrois professionnels. Après, on va courir de gauche à pour dire que Bon, en tout cas, moi, je ne veux pas tirer trop. Mais je voudrais dire, le Sénégal, c'est plutôt lui qui va à l'école du Bénin. Ah bon? Oui. Parce que à l'avènement de l'actuel président, il aurait affirmé que nous allons procéder à la rupture. Et donc, il y avait des messages qui ont circulé sur les réseaux sociaux, soi-disant, ou bien que les Sénégalais viennent au Bénin apprendre ce que c'est que la rupture, ou bien on ira là-bas leur conférer le stage. Mais écoutez-moi, de tous ces aspects, de tout ce qui est en train de dire, de tout ce dit autour de la chef de la ville là, moi je crois que le président Patrice Talon, ses ministres, tous ceux qui l'entourent là, ne lui font jamais bon compte. Je dis, je le répète, que ce soit député, que ce soit ministre, que ce soit, en tout cas, tout cadre autour du président Patrice Talon ne font jamais bon compte au chef de l'État. Puisque le chef de l'État, c'est parce qu'il n'est pas en mesure de se départager en plusieurs, qu'il a choisi des gens pour représenter tel ministère, qui a choisi des gens pour être tel chargé de mission, pour être employé ici, ainsi de suite. Et donc ces gens-là doivent pouvoir lui faire les comptes de façon exacte, c'est-à-dire sans modification, ni retrait, ni ajout d'informations. Sinon, moi je vais demander au président Patrice Talon d'organiser lui-même une tribune libre. Et là, il ira discuter avec le peuple béninois. C'est parce que ces ministres ont fabriqué, ils ont nommé tournée gouvernementale. Non, le peuple béninois a faim. Le peuple béninois a faim. Et des gens ont dit, on nous a enseigné à l'école que la vallée de Lomé nourrira le monde plus de des centaines d'années. Ça, c'est une chose ancienne. Écoutez, même si c'est une théorie, je sais que le président Patrice Talon, quand il veut faire, il fait. Moi, je suis convaincu. Mais qu'est-ce qui l'empêche de nourrir le peuple? Rien ne l'empêche, c'est plutôt ces ministres qu'il a autour de lui qui l'empêchent de travailler. Moi, vous savez, il y a des communes au Bénin, je ne vais pas doiter ces communes, il y a des communes au Bénin qui, et des journaux disent, telle commune, pays pauvre, ou bien commune pauvre, ou bien enfant orphelin de Patrice Talon. C'est faux. C'est les politiciens de ces communes-là qui empêchent le président Talon de travailler dans la commune. Vous savez ça. Alors, je dis, même la vallée dont on parle, si les politiciens de la vallée décident c'est-à-dire de fructifier la vallée comme cela est enseigné dans des écoles, le président Patrice Talon va le faire. Il n'est pas un homme de mauvaise foi jusqu'à cette étape-là. Non. Pour donc réduire la cherté de la vie, moi je propose 3 choses au président Patrice Talon. Ah, ça c'est intéressant. La première chose que je lui propose, c'est de revoir le prix des denrées de première nécessité. En quoi faisant? Histoire d'allouer des fonds, d'accord? Comme l'a fait le jeune Diomaye Faye. En tout cas, histoire d'allouer des fonds. Moi, je ne veux pas dire Diomaye Faye parce que quoi? Je ne peux pas inciter mon président d'aller à l'école de celui qui l'a formé lui-même. Il n'a pas formé. Il a formé Diomaye Faye parce que si Diomaye Faye est arrivé à cette étape-là, ou bien, il y a tant de choses que les pays qui nous entourent ont miré du Bénin, vous savez pas? D'accord, allez-y. Alors donc, la première chose, je demande au président Patrice Talon d'allouer des fonds pour renforcer, c'est-à-dire la
baisse, de renforcer la baisse des prix des denrées alimentaires, de problèmes de surtout. Ensuite. Bon, deuxième chose que je lui propose, qu'il écoute directement le peuple béninois et non les ministres ou bien le peuple béninois par l'intermédiaire de ces ministres. Ces ministres ne lui disent rien de concret. Je sais de quoi il parle. D'accord. Ils ne lui disent rien de concret. Que le président Patrice Talon, je sais qu'il a une boîte personnelle qui lui permet d'échanger avec des personnes, mais qu'il renforce encore cette boîte-là. Au pire des cas, il n'a qu'à installer des boîtes à suggestions dans toutes les communes du Bénin. Et là, c'est une boîte directement au président Patrice Talon. D'accord. Et si tous les week-ends, on peut aller chercher des informations là, il n'a qu'à le faire. Et là, il saura qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? La dernière proposition que je lui fais, c'est quoi? C'est de ramener la balle à terre. De ramener sa balle à terre. Peu importe le discours qu'on va lui proposer, le discours à lui proposer par ces ministres ou ces députés, qui ne pensent pas directement de ce que, ou bien de la vérité de ce que les gens lui ont apporté. Non. Il y a des non-dits. Ce n'est pas pour rien que les députés sont allés à Avran pour dire qu'il faut préparer le diable qu'on connaît, que l'ange qu'on ne connaît pas. Moi, je lui trouve raison, lui. Quel est le diable? Moi, je lui trouve raison, lui. Vous savez pourquoi? Au moins, il sait que c'est une question de diable. Et donc, on préfère le diable, n'est-ce pas, à l'ange qu'on ne connaît pas. C'est normal. C'est applaudi. Pourquoi? Parce que déjà qu'on reconnaît que le diable est un pouvoir maléfique et un pouvoir maléfique ne peut que faire du mal, c'est déjà bon. Mais dire de préférer le diable, sachant bien que ce diable-là est un pouvoir maléfique à un ange qu'on ne connaît pas, c'est déprécier soi-même la valeur de chez lui, c'est déprécier sa province. C'est-à-dire, c'est faire boire de la ciguë à un peuple qu'on a instauré soi-même. Et c'est très grave. C'est grave en ce sens que les gars nous attendent, les gars les attendent au carrefour. Et ce carrefour dont je parle, c'est le carrefour électoral. C'est le carrefour des élections. Ils vont subir tout. C'est la jeunesse. Je sais de quoi je parle. Ce peuple a faim. Vous parlez de la cherté et dans le même temps, vous évoquez la question de répression. Vous imaginez, vous voyez ce qui se passe, c'est du besogne. Ça ne donne pas de la joie. Un Béninois pour sortir de sa maison maintenant doit pouvoir sortir au minimum avec 10 000 francs au minimum. Voilà que ce qu'il fait comme travail au quotidien ne lui permet pas d'encaisser lui-même 3 000 francs par jour. Parce que finalement, vous voulez quelque chose au contraire. Vous dites que Patrice Talon n'est pas allé à l'école de Diomaye Faye, mais quand même vous dénoncez, n'est-ce pas, les travers de la gouvernance de Patrice Talon à l'intérieur. Vous savez, c'est vrai que quand la queue est solide, c'est la tête qui est en forme. C'est dit que c'est de cette même manière, quand la queue est malade, c'est la tête qui est malade. Moi, je répète, Patrice Talon n'est pas malade pour que la queue béninoise soit malade. C'est plutôt les plumages. Je dis les membres de son corps à lui là. C'est les membres de son corps qui ne sont pas analystes, qui ne réfléchissent pas. Et ils ne lui font pas un bon compte rendu. Sinon, le président Patrice Talon, non, je ne peux pas croire. Il peut pas. Je dis il ne peut pas. Je sais, celui qu'on a là. Il faut être psychologue pour lire les pensées du président Patrice Talon. Voilà. Comme quelqu'un, on va quitter ce studio rapidement. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont sur la bonne voie lorsqu'ils sont en train d'alléger, c'est pas comment dire, la situation de la vie? Le Sénégal, c'est un pays que je connais personnellement. La vie est très chère là-bas. Ça, il faut le dire. Mais est-ce que vous pensez quand même que ces deux gouvernants aujourd'hui sont en train de penser au bien-être de la population? De toute façon, si ils prennent des mesures qui satisfassent leur peuple, moi je peux dire qu'ils sont en train de trouver le bout du tunnel. Et nous ne pouvons pas dire, on ne peut pas se comparer à un pays étranger. Peut-être que, comme on le dit, quand vous n'êtes pas intelligent d'inventer, il faut être malin de tricher ce qui se passe à côté. Ça suppose quoi? Ça suppose que si nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour alléger la souffrance de notre population, qu'on soit en mesure de regarder devant nous ce qui se passe ou de regarder à côté de nous ce qui se passe pour pouvoir régler les problèmes de notre population. Le Béninois ne demande pas grand-chose. Vous voyez, si le président Patrice Talon avait compris que au moment où il demandait d'arrêter la société au Nazar et de mettre fin et de fermer les boutiques témoins qui sont dans nos villes et campagnes, s'il savait qu'un jour ça pouvait se retourner contre lui, ou bien s'il avait eu la présence d'esprit pour dire ok, je suis en train d'arrêter tout ça, mais ce n'est pas, puisque vous allez remarquer, ces boutiques témoins, c'est les engrais qui ont remplacé ces vivres dedans, et nous savons d'où viennent ces engrais. Moi, je ne sais pas. De toute façon, on ne peut pas, le Bénin ne peut pas manger directement l'engrais. On n'a pas besoin de l'engrais dans tous
toutes les communes. On peut avoir des points focaux où on peut aller chercher l'engrais. Mais le vivre là, les céréales, le riz, le maïs, l'haricot et tout ce qui accompagne là, on a besoin tout au moins de ça dans chaque commune. Et qu'il faut que le président Patrice Talon pense à ça pour que les Béninois la produisent à quelques mois de son départ de la tête du pays. Merci à vous, Cosme Keke, d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à vous, Jacques Tchepemi à Rançon. Vous êtes du quotidien le matin, le premier quotidien des privés béninois. Et il faut le dire également, Jacques Tchepemi à Rançon. Merci à vous, merci à Cosme Keke, je le disais, qui est le directeur de publication du quotidien premier paraissant dans la cité de Tchaka. Voilà. Exactement, ça c'est à Franco, il faut le préciser. Merci à Vigile Avancé qui a assuré la coordination éditoriale de cette émission, une émission mise en ligne par Samuel Huncho. Je vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro de Que dit la presse de vendredi, mais déjà lundi vous serez avec Samuel Huncho si tout va bien pour le premier numéro de la semaine. Merci et à très bientôt.